Je vous demande d'accueillir pour la première discussion autour des dernières applications, modérée par Noémie Aliwa, Serena Villata, directrice de recherche au CNRS, directrice scientifique adjointe de 3IA Côte d'Azur, et le général Martin Vatin-Augoire, fondateur du forum InCyber. Un, deux, un, deux. Tout le monde est là? Écoutez, allons-y. Je suis vraiment très heureuse d'animer cette nouvelle table ronde ici dans cette ville magnifique de Saint-Raphaël. Cette nouvelle table ronde qui est consacrée à un sujet qui nous concerne tous, à la façon dont l'intelligence artificielle modifie notre rapport au monde, au quotidien, la façon dont il modifie aussi notre interaction avec nos congénères, et notamment ces fameuses dernières applications, les plus récentes, celles qui nous occupent aujourd'hui, qui nous occuperont aussi peut-être demain. Pour cette table ronde, j'ai la joie, l'honneur d'être accompagnée par deux personnalités qui connaissent extrêmement bien ces sujets, notamment Madame Serena Villata. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous êtes informaticienne, pour vous c'est important de le préciser, vous êtes également chercheuse. Oui. Bonjour. Vous êtes monsieur le Bonjour. général Marc Vatin-Augoire, vous êtes fondateur du forum InterCyber, et vous, votre domaine, c'est plutôt le domaine de la cybersécurité. Donc nous avons deux spécialistes de la question qui ont deux angles de vue sur ces fameuses dernières applications. On va commencer par vous, Madame Villata. Vous nous avez expliqué, lorsque nous avons préparé cette table ronde, qu'au quotidien, vous manipulez justement ces nouvelles applications liées à l'intelligence artificielle, et elles ont un impact très précis au niveau de la société, un impact sociétal, comme vous dites. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, pour commencer, sur ces fameuses applications? Quelles sont-elles et pourquoi en avons-nous besoin aujourd'hui? Bien sûr, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On entend beaucoup parler d'IA dernièrement, dans tous les sujets. On a entendu hier, ce matin aussi, tous les craintes liées au déploiement d'applications d'IA. Mais bien sûr, la recherche en IA ne porte pas que sur ces applications, sur lesquelles, bien sûr, il faut veiller, mais aussi sur des applications qui visent si pas à résoudre, au moins à aider à attaquer des enjeux sociétaux, comme par exemple la haine en ligne. Du coup, par exemple, être capable de détecter automatiquement du discours de haine sur des réseaux sociaux est important. C'est important de le faire automatiquement parce que, vous voyez, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de données qui sont publiées chaque jour. D'accord ? Des messages. En plus, imaginez, ce n'est pas qu'en français, ce n'est pas qu'en anglais, c'est dans toutes les langues. Du coup, c'est compliqué. On ne peut pas s'attendre d'avoir que des modérateurs humains qui vont fouiller les réseaux sociaux et aller chercher effectivement les discours haineux. Du coup, on a besoin d'algorithmes qui nous aident, qui peuvent faire les tris automatiquement au début, et après, ils sont en mesure de donner les choix finaux, toujours dans les mains de l'humain, d'accord, pour prendre la décision finale, pour dire effectivement, ça c'est du discours de haine, ça ne l'est pas. La tâche est compliquée. On a parfois l'impression, quand on parle d'IA d'une façon un peu générique, qu'on a des applications, que ce soit un peu magique, d'accord ? Des applications qui sont là, prêtes, qui marchent parfaitement, on les installe, on clique sur un bouton, voilà, la magie est faite. Ça ne l'est pas. C'est des tâches très compliquées. Du coup, détecter, par exemple, du discours de haine, ce n'est pas détecter juste, par exemple, des insultes ou des gros mots, mais il s'agit de détecter des messages subtils, des messages implicites, qui demandent aussi d'avoir des connaissances et aussi d'être encadré dans une certaine culture. D'autres applications de ce type-là sont par exemple la détection de la désinformation en ligne. On l'a vu notamment avec les Covid. Même les réseaux sociaux, ils ont beaucoup reposé sur des méthodes automatiques parce qu'on ne pouvait plus reposer sur des modérateurs humains pour détecter la désinformation en ligne. Et là, effectivement, l'IA génère des fois, parce qu'il est utilisé par des humains
à ces fins de la désinformation, mais il peut être aussi utilisé pour détecter ces désinformations, éviter de la propager, émettre des alertes pour faire en sorte que les utilisateurs sachent qu'il s'agit de désinformation. L'objectif des futures, je dirais, des applications courantes ou futures dans ce type d'applications est plutôt d'avoir des applications d'IA encore un peu plus intelligentes, du coup qu'ils ne soient pas juste en mesure de détecter quand on a de la désinformation, mais aussi d'expliquer à l'utilisateur, à travers une interaction, pourquoi il s'agit de désinformation. Parce qu'il y a de nombreuses études émises par les sociologues qui montrent que juste dire ça c'est de la désinformation, à la base ça ne change rien. D'accord ? Si quelqu'un est convaincu, il va le suivre. Du coup, c'est très important de développer l'esprit critique de l'utilisateur. Et là aussi, l'IA a effectivement un rôle à jouer, un rôle important. On peut travailler aussi, par exemple, sur la détection automatique de la propagande. Ça, c'est un autre sujet qui est très intéressant, des arguments fallacieux. Ça, c'est surtout pour la sphère politique. Du coup, ça, nous, on vise surtout les discours politiques pour détecter cela. Après, je ne serais pas, intellectuellement honnête à parler d'IA sans mentionner ce que les Anglais disent the elephant in the room. Alors, parlons d'IA générative, parlons de ChatGPT. Alors, c'est une avancée technique incroyable. ChatGPT est juste une instance de l'IA générative, d'accord ? Il n'est pas l'IA générative. L'IA générative, c'est des algorithmes qu'on développe depuis quelques années et qu'ils ont le mérite de, disons, entre guillemets, auto-apprendre et apprendre sur des énormes quantités de données. D'accord ? Leurs performances sur certaines tâches sont incroyables. Et après, maintenant, tout le monde connaît ChatGPT parce qu'on a justement eu la société OpenAI a proposé cette petite interface utilisateur que tout le monde pouvait utiliser pour effectivement interagir avec les systèmes et, entre parenthèses, améliorer leur système gratuitement. Du coup, on a tous aidé dans cette démarche. Et l'idée est effectivement d'avoir un agent conversationnel avec lequel vous pouvez interagir, à lequel vous pouvez poser des questions. Il y a la même chose pour les images. Par exemple, l'un des systèmes les plus connus, c'était DALL-E. Vous pouvez demander au système de générer une image avec, je ne sais pas, les soleils couchants à Saint-Raphaël sous la forme d'une affiche publicitaire des années 50. Et il va le faire. Il va le faire incroyablement bien. D'accord ? Et vous pouvez demander à ChatGPT de vous écrire une petite histoire pour un enfant de 13 ans. Et après, vous pouvez lui dire, est-ce que tu peux reformuler cette histoire pour un enfant de 4 ans ? Et il va le faire incroyablement bien. Du coup, ça, c'est vraiment des applications. Après, associé à ça, et après je vais conclure pour laisser la parole à mon collègue, il y a bien sûr des craintes, parce que ces applications, ces technologies sont incroyablement puissantes, mais il faut faire attention. Il y a des risques associés, des risques de projection des qualités humaines, par exemple. Quand on interagit beaucoup avec ChatGPT, on voit qu'il est très gentil, il est très poli et il est très empathique. Et parfois, on peut avoir un peu l'impression qu'il nous comprend, qu'effectivement, il nous comprend mieux que parfois des humains. Mais non, il ne comprend rien. D'accord ? C'est juste sa façon d'interagir avec vous et ça vous aide à avoir encore plus envie d'interagir avec lui. Et après, il y a tout ce qui relève de la désinformation, c'est-à-dire, lui, il est très convaincu de ce qu'il dit, mais pas toujours vrai ce qu'il dit. D'accord ? Du coup, il faut faire attention à la véracité de ces informations. Pour conclure, une application, un cas d'usage qui est très intéressant pour ChatGPT, pour DALL-E, pour ces applications d'IA générative, est par rapport à la création artistique. Et là, on a effectivement qu'on peut voir de nouvelles formes d'art, vraiment, de nouvelles formes de création artistique, mais d'autre part, quid effectivement des auteurs, que ce soit littéraires plutôt que des œuvres d'art, qui ont créé l'œuvre originale dans laquelle DALL-E ou ChatGPT ont plongé et ils ont pris des choses. Et je conclue là, laissez la parole à mon collègue.
Merci Madame Villata. On retiendra d'ailleurs peut-être cette phrase sur laquelle on reviendra peut-être. Pour vous, les applications de l'intelligence artificielle, notamment générative, ne sont pas une baguette magique parce qu'il y a des risques. On reviendra sans doute là-dessus. Monsieur Watin-Augouard, vous êtes plutôt spécialiste de la question de la cybersécurité. Quel discours politique vous aimeriez entendre qui nous permettrait de nous préparer à l'avenir ? Pardon, J'aimerais peut-être un peu plus de précision sur ces discours que vous attendez qui nous permettraient mieux de nous préparer à l'avenir. Préparer l'avenir ? Oui. Mais c'est reformater la formation. C'est reformater complètement la formation. C'est créer les compétences. Est-ce qu'on a aujourd'hui les compétences qui nous permettent d'épouser, je dirais, tous les métiers qui vont incorporer l'intelligence artificielle? Mais il n'y a pas que l'intelligence artificielle. On a parlé du quantique, on a parlé de bien d'autres choses. Donc, dans ce monde qui est en train de changer, on voit une accélération des problèmes de sécurité. Quand vous prenez l'histoire traditionnelle de notre pays, mais de tous les autres pays d'Europe, en fait, on a longtemps vécu sur des stocks. Des stocks, des gens habitaient dans des villes, dans des campagnes, ils n'en bougeaient pas trop. Et puis, on a vu apparaître les flux. Les flux, avec aujourd'hui des millions de personnes qui se déplacent tous les jours, des millions d'objets, des millions de marchandises qui prennent la mer, l'air, la route. Et donc, le problème de la sécurité devient un problème extraordinairement complexe. Et pour comprendre ce phénomène complexe, avoir une approche systémique, eh bien, on se dit, mais l'IA est une extraordinaire opportunité parce que cette IA va nous permettre justement, grâce à un haut pouvoir de calcul, on parle de l'hexaflop aujourd'hui, c'est-à-dire du milliard de calculs dans une seconde, alors que nous, si on est fait 1 plus 1 égale 2, je pense que ça va durer plus d'une seconde. Une machine va faire en une seconde 1 milliard de calculs. Quand on parle de l'importance des données, on sait qu'en 2030, on va fabriquer tous les ans 1000 milliards de téraoctets, c'est-à-dire 1000 milliards l'équivalent d'un disque dur amovible. Donc vous voyez que là, on est dans l'infiniment grand, dans l'infiniment rapide. Et donc, ce monde qui est infiniment grand, infiniment rapide, il va être un monde systémique, puisque par exemple, quand les villes seront entièrement connectées, il va falloir créer une sécurité systémique. C'est fini le rapport entre l'objet et l'humain. Ça va être des rapports entre l'objet et l'humain, mais entre les objets eux-mêmes. Donc l'intelligence artificielle va être extraordinairement utile pour nous aider en matière de sécurité. Simplement, quand vous abordez le problème de l'intelligence artificielle et de la sécurité, immédiatement, vous avez des gens, et ils n'ont pas forcément tort, qui disent « Oh là, sécurité et liberté ». Et c'est depuis l'origine des temps où, finalement, on cherche un équilibre entre la sécurité et la liberté. Et c'est une bonne chose, heureusement. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours peur d'une chose, dès qu'on parle d'intelligence artificielle et de sécurité. C'est le modèle chinois. En Chine, il y a 700 millions de caméras. Imaginez dans un département en moyenne en France, 340 000 caméras dans le département. Ça vous donne à peu près une idée de ce que c'est que le modèle chinois. Donc dès que vous parlez de sécurité et d'intelligence artificielle, vous avez un débat. Oh là, est-ce qu'on va porter atteinte à notre vie privée, à notre intimité, à notre sphère d'indépendance, à notre capacité d'aller et venir, y compris dans l'espace numérique? Donc c'est là où se pose une vraie question, qui est une question juridique, mais c'est aussi une question politique. Quelle société veut-on? Est-ce qu'on veut une société à la chinoise? Est-ce qu'on veut peut-être une société à l'américaine, avec les big tech, qui vous profitent, qui vous connaissent 1000 fois mieux que les services de police et de gendarmerie en France? Simplement, quand on est au Parlement et qu'on vote une loi, on dit « Oh là là, pas de pouvoir à l'État », mais personne ne pose la question de savoir comment l'intelligence artificielle permet à Google de savoir exactement ce que vous pensez, quelles sont vos opinions politiques, quelles sont vos opinions religieuses et quelles sont vos appétences sexuelles. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a ce débat sécurité-liberté qui est très important et qui est très intéressant, parce qu'il replace une question technique, l'intelligence artificielle, dans un environnement sociologique, juridique, et qui nous oblige à nous poser des vraies questions existentielles. Qui sommes-nous? Est-ce qu'on a encore envie d'être une espèce humaine ou une espèce de main transhumaniste? Et est-ce qu'aujourd'hui, on veut des lois, une régulation conforme
à une éthique. On en a beaucoup parlé ce matin et j'ai trouvé que le débat était tout à fait intéressant. Et vous voyez, je vais vous donner un exemple de débat sécurité-liberté. La loi sur les JO 2024, qui a été votée en 2023, prévoit des caméras intelligentes. Caméras intelligentes qui seront disposées partout où il y aura des grands rassemblements et qui ont été éduquées avec des modèles de fondation où on lui a dit, ben voilà, une personne qui a une valise, c'est normal. Une personne qui a une valise, qui pose sa valise, c'est normal, parce qu'elle peut être fatiguée. Une personne qui pose sa valise et qui s'en va, sans sa valise, ce n'est pas normal. Donc à ce moment-là, la caméra va devenir prioritaire au centre opérationnel. Et tout le monde dit, attention, vous allez faire à la chinoise du contrôle social, du contrôle facial, du contrôle biométrique. Bon, la loi française dit, il n'en est pas question. Donc vous voyez que là, déjà, on s'interroge, et on a raison, de dire quelles sont les limites que l'on peut apporter à l'utilisation, à l'usage de l'intelligence artificielle. Deuxième exemple qui est très intéressant, c'est l'exemple de l'AI Act, le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Dans sa première mouture, il était extrêmement, comment dirais-je, défavorable aux services de sécurité. Pratiquement, tout était interdit. Ce qui est intéressant, c'est ce que je dis tout le temps, parce que moi je suis quelqu'un qui est un défenseur de la liberté et convaincu de la nécessité d'avoir un rapport, comment dirais-je, raisonnable entre sécurité et liberté. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, trop de liberté, c'est la victime. C'est la victime qu'on oublie. C'est la victime. Et ça, vous ne trouverez jamais le mot victime dans la législation française, dans la législation européenne. Jamais. Et ça, il faut recommencer à écrire le droit en France. Commencer par dire, au commencement, il y a la victime. Et toutes les politiques publiques doivent être orientées autour de la victime. Après, on peut même bien discuter. Quand on prend l'AI Act, eh bien, la première mouture, interdiction formelle pour les forces de sécurité d'avoir recours à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui pensaient à Minority Report. Vous connaissez le film Minority Report, où finalement, on va faire avec de l'intelligence artificielle un profilage de potentiels délinquants. Les policiers font ce profilage, et puis à un moment donné, au fur et à mesure que l'affaire avance, il se dit, il va bientôt attaquer une banque, et comme par hasard, il tombe sur le délinquant au moment où il attaque la banque. Là, effectivement, c'est du profilage, c'est, on va dire, du prédictif, mais qui s'appuie sur des personnes en préjugeant de leur potentiel risque. Eh bien, ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager, y compris chez nous en France, et surtout chez nous en France. En revanche, est-ce que c'est grave d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser des faits? Par exemple, regardez tous les cambriolages et les vols de voitures depuis 8 ans, rajouter les cambriolages à l'instant T et les vols de voitures à l'instant T, pour essayer de prédire ce qui va se passer à tel endroit, dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois. Non. Et au contraire, c'est très utile pour les forces. Donc vous voyez qu'en fait, le législateur européen a longtemps rechigné à donner des capacités aux forces de sécurité intérieure, et en fait, il les donne aujourd'hui, mais avec beaucoup de précautions. Parce que vous savez qu'il a prévu qu'il y avait une IA avec des risques inacceptables. C'est absolument interdit, sauf cas particulier. Il y a des IA à risque, et tout ce qui est force de sécurité est dans l'inacceptable ou l'interdit. Donc ça vous montre bien, ou le à risque. Donc ça vous montre bien qu'aujourd'hui, quand on a besoin de parler de cybersécurité et de sécurité en général, et cybersécurité, il faut savoir que l'IA est un outil pour les délinquants pour faire des cyberattaques, et en même temps, c'est un outil pour les forces de sécurité, pour les entreprises, pour se protéger contre les cyberattaques. Donc une fois de plus, quand on regarde l'IA, c'est un adversaire partenaire. À nous d'en faire un partenaire et non pas un adversaire. À nous d'en faire un partenaire. On va donner peut-être la parole à Madame Vilata. Je suis toujours trop bavard. Non, c'est extrêmement intéressant et j'imagine que vous avez aussi des choses à dire là-dessus. Ce qui était intéressant aussi au début de votre intervention, vous avez dit la grande bataille a lieu entre les esprits, non pas entre l'homme et la machine, l'intelligence artificielle, mais entre ceux qui utilisent l'intelligence artificielle et ceux qui ne l'utilisent pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Madame Vilata? Alors, je pense qu'à ce moment,
presque tout le monde les utilise. C'est un choix de ne pas les utiliser, mais ça veut dire quoi? Vous allez plus utiliser vos ordinateurs, vous allez plus utiliser vos téléphones portables, plus rien. C'est pas, et en tout cas, ces applications, elles sont vraiment partout. Pour moi, les points n'est pas de faire un choix tranché, de dire on l'utilise pas, c'est bien, c'est mal. Il faut éduquer, il faut former les gens, savoir quels sont les enjeux, savoir déjà de quoi on parle de ces technologies, parce que c'est vrai aussi que tout le monde en parle. Il faut aussi savoir d'une certaine façon choisir ses sources d'information, avoir des gens qui parlent des choses qu'ils connaissent, et ça, je pense, c'est très important. Et être informé. C'est comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils sont mal, ils sont bien, ça dépend, d'accord? Être sur Facebook, ça ne veut pas dire forcément que ça va vous arriver quelque chose de terrible. Mais en même temps, il faut savoir que si on publie une photo sur Facebook de vos enfants, ces photos, comme on disait hier, après, ça devient de Facebook, elle peut être prise, elle peut être utilisée par d'autres personnes pour des fins qui ne sont pas toujours bienveillantes. Du coup, il faut savoir. Et pour revenir à ce que mon collègue disait, quand vous parlez justement de la reconnaissance faciale, la même chose peut arriver pour la désinformation. Mais là aussi, c'est difficile de trancher. Parce que quand je parle des informations en ligne, quand je parle de haine en ligne, souvent je présente mes systèmes, je dis, bon, les systèmes permettent de détecter de la haine en ligne. Et là, naturellement, la question tombe. Et la question est, vous en faites quoi? C'est-à-dire, au moment où vous savez qu'un texte, c'est un texte haineux, ça arrive quoi? Alors, je pourrais vous dire, on modère. C'est-à-dire, on prend les textes haineux et on les supprime. D'accord? Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Non. Et vous savez pourquoi? Parce que nous, on se trompe des fois. Du coup, ces IA font encore beaucoup d'erreurs. Et du coup, ils peuvent dire qu'un texte est un texte haineux, et ils peuvent le supprimer. Et là, ma liberté d'expression est mise en jeu. Parce qu'effectivement, les textes n'étaient pas haineux, l'IA s'est trompée. En même temps, est-ce qu'on peut juste dire, on laisse tous les types de contenus circuler librement sur Internet? On ne peut pas faire ça non plus. Parce qu'en même temps, on n'a pas suffisamment de personnes qui peuvent vérifier à la main si un texte est haineux ou pas. Et du coup, la question est vraiment complexe. Et ça dépend aussi. C'est pour ça que je dis, pour moi, l'enjeu est vraiment être formé, savoir avec quoi on a affaire. C'est des technologies très puissantes. Il faut savoir les utiliser. Oui, c'est vrai, c'est une autre question, ça aussi. L'intelligence artificielle peut se tromper. Et donc, comment est-ce qu'on peut se préserver de ces erreurs, si c'est possible d'ailleurs? Alors, ce matin, Benoît Tabaka, il avait raison, parce que c'est un terme qu'on emploie. Il interviendra sur le thème avec moi à Lille la semaine prochaine. Parler d'IA responsable. Pour moi, le terme IA responsable, c'est à proscrire absolument. Pourquoi? Ce n'est pas l'IA qui est responsable, c'est nous. C'est nous qui sommes responsables. C'est nous qui sommes responsables du choix des modèles de fondation. C'est nous qui sommes responsables des algorithmes. C'est nous qui sommes responsables de la vérification de ce qui sort du contenu. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il nous faut vraiment retrouver, au travers justement avec l'IA, grâce à l'IA, la notion de responsabilité individuelle et de faire en sorte que ce n'est pas un outil de nous guider. Bien sûr, il peut nous aider, nous apporter des éléments, mais comme vous l'avez dit vous-même, ce sont des éléments qui peuvent être biaisés. Parce qu'il suffit qu'on prenne une base de données, un modèle de fondation correspondant à une culture particulière, et on aura des résultats complètement surprenants. Alors, on a eu récemment avec Gemini des images de soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils sont tous noirs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, la base de données est faussée. Inversement, vous aurez d'autres images où ils sont tous blancs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas diversifié le modèle de fondation. Et donc, tout le travail aujourd'hui, c'est de savoir comment vérifier que la base avec laquelle on démarre est la bonne. Si vous voulez, je compare toujours l'IA, je me trompe peut-être, à la mayonnaise. La mayonnaise, c'est un jaune d'œuf. C'est du sel, c'est du poivre, c'est de l'huile. Je ne me trompe pas, je ne vous dis rien. Bon.
Beaucoup Et puis, d'huile. c'est un fouet. Le fouet, c'est les algorithmes. Et à la fin, vous sortez une mayonnaise. OK. Mais vous mettez de l'huile de vidange. C'est-à-dire que vous attaquez la base de données. Ben, ce n'est pas une mayonnaise que vous avez à la fin. Mais pourtant, ça ressemble à la mayonnaise. OK. Vous mettez les bons ingrédients et vous mettez n'importe quoi, une fourchette, et vous ne faites pas grand-chose, vous n'aurez jamais de mayonnaise. Donc en fait, il nous agit pour nous de travailler en amont sur les bases de données, au milieu sur la boîte noire, et après de dire, ça, est-ce que je suis capable de dire, je vais critiquer, esprit critique, et l'intelligence artificielle me dit, taisez-vous, il est 1 minute 20 avant la fin, et je dois vous rendre la parole. On va donner le mot de la fin à Madame Je crois que Vilata. c'est là où il faut travailler. Vous pensez quoi de cette analogie de la mayonnaise? Non, je suis assez d'accord avec cette vision. Il faut effectivement travailler déjà sur les données d'entrée, parce que tout repose dans les données d'entrée. Mais faisons attention à une chose. Déjà, ces données d'entrée, ces biais dont on parle, ces erreurs, déjà la machine, elle ne les fait pas exprès, d'accord? C'est pas pour vous tromper. Et en plus, les biais que vous trouvez dans les données, c'est vos biais à vous, hein. C'est nos biais à nous. Ce n'est pas les biais de l'IA qui est peut-être raciste d'un côté ou qui suit une certaine culture. C'est ça. Il faut savoir aussi que certains modèles, notamment dernièrement, sont des modèles très anglophones. C'est ça qui porte aussi un biais. Les biais dans la vie nous servent à prendre des décisions. Nous, on est tous biaisés, d'accord? Et dans des situations, dans des impasses, c'est nos biais qui nous font prendre une décision. Bonne ou pas, ça, je ne juge pas, d'accord? Mais c'est ces biais qui nous font nous prendre une décision. Du coup, aussi, épurer les IA de tout biais, c'est compliqué, parce que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la société. Voilà, c'est presque impossible, finalement. Les machines sont aussi biaisées que nous, finalement. Merci beaucoup, merci à nos intervenants pour cette très belle table ronde.